Bonjour et bienvenue à l'Apérophone, cette série de formations proposée par la LPO dans le cadre de Faune France. Faune France est un portail internet de sciences participatives lié à l'appli mobile Naturaliste qui permet de partager ses observations, d'explorer près de 140 millions de données et de contribuer utilement à la connaissance et la protection de la biodiversité. La LPO propose des apérophones tous les premiers lundis du mois à 18 heures sous forme de webinaires auxquels vous pouvez prendre part en direct. Les thématiques sont variées et concernent les aspects pratiques de l'utilisation des outils de saisie ou des sujets naturalistes. Ces sessions sont enregistrées et consultables sur la chaîne YouTube LPO. Aujourd'hui, on va découvrir les données de mortalité routière avec Anaëlle Benard, qui les a étudiées de près, et je lui laisse la parole maintenant. Super, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Super. Alors, c'est parti. Effectivement, moi, j'ai été, invitée par, la LPO ce soir et d'ailleurs, je les remercie de cette invitation pour vous parler de données de mortalité par collision avec un véhicule. Et donc là, on va plutôt se situer sur le pan, à quoi servent les données? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement aujourd'hui dans la recherche scientifique? Alors, pour vous donner un tout petit peu de contexte sur ce que je vais vous raconter, donc je suis, chercheuse en écologie. J'ai en fait, commencé une thèse en 2020. Je suis arrivée à l'université de Lyon dans 2 labos, le LENA et le LBBE et j'étais encadrée par Christophe Bonenfant et Thierry Langagne qui sont 2 chercheurs et Thierry Langagne que vous connaissez peut-être non pas en tant que chercheur mais en tant qu'adhérent LPO. Il est notamment, président de la délégation de l'Ain. Donc il est, très, très impliqué, très, très actif et évidemment au courant de l'existence de Faune France et il savait pertinemment que c'était un sujet de thèse, qui méritait d'être mis sur pied. Alors cette thèse, elle a porté donc sur les collisions routières en utilisant notamment Faune France, mais pas que. Elle a été soutenue en 2023 et puis en 2024, je me suis associée avec Thierry à la LPO AURA, donc Auvergne-Rhône-Alpes et on a mis sur pied un projet d'1 an qu'on va appeler un projet de post-doctorat, qu'on a fait financer notamment par la LPO AURA et la LPO France, que je remercie une seconde fois du coup. Le ministère de la Transition écologique, la DREAL de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Françoise Sommer, donc qui m'ont payé un salaire pendant 1 an pour creuser un peu cette question, des collisions routières au travers du prisme des données Faune France. Alors, aujourd'hui, une petite présentation, assez succincte sur ce qui a pu être fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment des maths et cetera, mais juste pour vous montrer ce qu'on peut faire à partir de ces données. On va commencer par parler de l'impact écologique des routes, donc sans parler forcément de collision, simplement les routes en général. Qu'est-ce qu'on en fait en écologie? Qu'est-ce qu'on étudie? Ensuite, on va parler un peu des données Faune France et donc des données de collision spécifiquement. Je vais vous parler un peu des méthodes que l'on a mis, en place au sein de enfin, au cours de la thèse et au cours du postdoc pour estimer le nombre d'écrasements routiers, toujours à partir des données Faune France et puis on parlera un peu de perspectives futures comme on fait dans toute bonne présentation de recherche. On essaye toujours un peu d'ouvrir des portes pour l'avenir. Alors si on commence par l'impact écologique des routes, alors déjà il faut savoir que l'écologie des routes en tant que telle, c'est un sous-domaine de l'écologie, donc la branche de la science qui étudie la biodiversité. C'est pas forcément très connu, mais c'est une science à part entière. On a des revues scientifiques spécialisées en écologie des routes, on a des labos qui travaillent là-dessus. Et alors pourquoi est-ce qu'on met à part les routes, quand on étudie la biodiversité? Et ben, c'est parce que vous pouvez voir, par rapport à la carte de la France, à quel point le maillage routier est vraiment serré et ça, c'est le cas dans quasiment tous les pays. Il y a vraiment des routes partout et en fait, ces routes ont de nombreux impacts sur la faune. Alors l'impact, que l'on met souvent en avant en 1er, c'est la fragmentation. En construisant une route, on va, pour de nombreuses espèces, entraver leur dispersion. Elles peuvent plus circuler comme elles auraient circulé avant. Et le problème avec ça, c'est qu'on va se retrouver avec des populations qui sont isolées sur des petits patchs. Elles peuvent plus sortir, elles peuvent plus communiquer avec les populations voisines. Ça entraîne de la consanguinité, ça entraîne des disparitions locales puisqu'il y a des patchs qui vont ne plus avoir de ressources, donc la population va disparaître. Et en fait, quand on parle de fragmentation, souvent on évoque le fait que c'est la première cause de, crise de la biodiversité. Si on perd énormément de populations sauvages aujourd'hui, c'est notamment à cause de la fragmentation.
Deuxième impact, qui vous vient peut-être en tête en premier d'ailleurs, c'est tout ce qui est pollution. Donc évidemment, puisqu'on parle de routes et de véhicules, on va parler de pollution chimique. Donc quand vous roulez, vous avez des gaz d'échappement, vous avez également tout ce qui va être particules de pneus, de plaquettes de frein, de courroies. Tout ça, ça va se retrouver sur la route. Par ruissellement, ça va se retrouver sur les bas-côtés. Lorsqu'il pleut, par exemple, vous voyez souvent ce film un peu huileux qui est sur le goudron. Et lorsqu'on regarde la santé des espèces végétales en bord de route, on se rend compte que les espèces végétales qui sont très très près des routes, vraiment sur les bas-côtés des routes, sont très exposées à une pollution, notamment de métaux lourds. Donc on a des espèces végétales qui sont en moins bonne santé. Alors une pollution chimique, mais également sonore, c'est peut-être un peu moins connu, mais le bruit des voitures est très délétère pour la faune, notamment les amphibiens et les oiseaux qui sont très sensibles au bruit de fond et qui vont avoir du mal à s'implanter et à se reproduire correctement quand il y a un bruit constant d'une autoroute, par exemple. Un peu moins étudié, c'est la pollution lumineuse qui vient des phares ou encore peut-être des éclairages qu'on peut mettre sur certaines routes. Ça, on n'a pas beaucoup de papier, donc je l'ai quand même rajouté, mais c'est encore en cours d'étude. Sur un autre domaine de la science, plutôt en écologie du paysage ou en hydrologie, le fait de construire une route, qu'elle soit pavée ou non pavée, va modifier les patrons d'érosion et donc va modifier sur le long terme le paysage. Je passe un peu plus vite dessus, c'est un peu moins mon domaine, mais il y a des recherches dans ce domaine-là. Et puis pour finir, le point que j'ai relevé, c'est les espèces invasives. Alors, en fait, on a des arrivées d'invasion d'espèces qui suivent les routes. Par exemple, le moustique tigre est très probablement arrivé en France en arrivant du sud et en remontant par nos autoroutes. Parce qu'en fait, le moustique tigre se retrouve emprisonné dans les habitacles, donc on le fait voyager, ou alors il peut être, pour d'autres espèces, peuvent être sur la carrosserie, ou alors pour les graines de certaines plantes dans les pneus. Lorsqu'on analyse les résidus d'eau des laveries automatiques, on se rend compte qu'il y a énormément de graines d'espèces invasives. Et puis là, je vous ai mis une photo, c'est la renouée du Japon, donc knotweed en anglais. Puisque les bords de route sont très pollués, on y retrouve forcément des espèces qui sont beaucoup plus résistantes à la pollution. Et ces espèces, souvent, c'est des espèces invasives et pas des espèces natives. Donc voilà, on a un vrai problème de couloir d'espèces invasives avec ces routes. Alors maintenant, tout ça c'est beau, mais quel est l'impact réel? Ça, c'est assez difficile à répondre. Quand on met toutes les routes de France métropolitaine, bout à bout, on arrive sur à peu près 1 million de kilomètres de route. Maintenant, ça, c'est simplement la surface qui est bitumée. Mais je vous ai expliqué qu'il y a de la pollution, il y a de la fragmentation, il y a de la modification de l'érosion. Et donc, en fait, la route rayonne d'un effet négatif sur la biodiversité. Et autant on n'a pas les chiffres pour la France, on les a pour les États-Unis, mais on les extrapole assez facilement. Lorsqu'on prend en compte cet effet de rayonnement qui est néfaste pour toutes les espèces, on se rend compte qu'en fait, de par le maillage très serré de routes qu'il y a en France, quasiment tout le territoire est sous l'impact direct et négatif d'une route. D'où l'importance de l'étude de l'écologie des routes lorsqu'on veut s'intéresser à des problèmes de crise de la biodiversité. Alors maintenant, évidemment, je suis là pour vous parler de collisions et c'est le seul truc dont je n'ai pas encore parlé. Les collisions, donc vous voyez tout ce que c'est, vous avez malheureusement tous déjà vu un animal écrasé au bord de la route. On pense souvent aux quelques mêmes espèces quand on parle de collision, des espèces qu'on voit souvent, des chevreuils, des sangliers, des rapaces. Mais en fait, il faut bien avoir en tête que toutes les espèces terrestres sont à risque de rentrer en collision avec un moyen de transport et d'en mourir. Toutes les espèces, les mulots, les serpents, les lézards, les insectes, tout le monde. Or, aujourd'hui, on est quand même en train de traverser une crise majeure de la biodiversité. On entend souvent parler de sixième extinction. Et cette crise majeure de la biodiversité, elle pourrait être en partie attribuée au rôle des écrasements. Le problème, c'est que les écrasements routiers, en fait, on sait très peu de choses dessus. On ne sait même pas les quantifier. On ne sait pas dire combien d'animaux exactement se font écraser tous les ans à l'échelle mondiale, à l'échelle du continent européen, etc. etc. Donc, c'est très difficile de savoir si ces écrasements ont un rôle significatif ou complètement insignifiant, et si les limiter, est-ce que déjà c'est possible et est-ce que ça pourrait nous aider un peu à protéger la biodiversité? Donc, c'est tout le sujet de la thèse que j'ai fait, puis du postdoc ensuite. On a articulé le travail autour de deux questions. Combien d'écrasements routiers pour chaque espèce?
Donc c'est articulé autour de 2 questions. Combien d'écrasements pour chaque espèce et où sont les routes les plus dangereuses? Combien d'écrasements pour chaque espèce? C'est une question qui est, beaucoup moins bien répondue que ce qu'on pourrait penser de prime abord. C'est-à-dire qu'on a peu de chiffres. Là, ce que je vous ai mis, c'est à peu près tout ce qui existe. Un papier de 2020 où les scientifiques estiment environ 200 millions d'oiseaux et 30 millions de mammifères écrasés chaque année en Europe, ce qui sont des chiffres faramineux, on est d'accord. Et pour le Brésil, 8 millions d'oiseaux, 2 millions de mammifères. Et donc, ce sont des estimations qui correspondent à des extrapolations. Donc, on fait une petite étude scientifique sur des tout petits tronçons de route pendant des périodes assez restreintes, parce que ça coûte beaucoup d'argent, on n'a pas les moyens de surveiller tout un réseau routier. Et à partir de ça, on extrapole. Donc, des extrapolations euh, qui sont très bien faites, mais c'est difficile de savoir à quel point est-ce qu'on est dans le mille ou pas avec ces chiffres-là. Et alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'est posé ces questions-là en particulier? En fait, avoir un nombre d'écrasements pour chaque espèce, sachant que pour le moment, pour la France, on n'a aucun chiffre, rien du tout, ça permet de quantifier quelque part l'ampleur du problème. Avoir l'ampleur du problème, ça permet de faire 2 choses. Déjà, de sensibiliser le public, puisqu'avec des chiffres, on est très impactant, et aussi de motiver le financement d'actions auprès des gestionnaires des routes. Et alors pourquoi est-ce qu'on se demande où sont les routes les plus dangereuses? Parce qu'une fois qu'on a pris, en compte l'ampleur du problème, on va se poser la question suivante naturelle de: «Est-ce qu'on peut réduire cette mortalité?» Et la manière de réduire, c'est d'aménager les routes. Or, ces aménagements sont forcément, localisés et ou dans le temps et dans l'espace. Donc soit on les met à un endroit précis de la route, soit on les met pendant un moment précis. On ferme une route pendant quelques mois, on met un aménagement à un endroit. Toujours est-il que pour faire l'un comme pour faire l'autre, il faut, savoir où sont les routes les plus dangereuses. Où et quand en fait. J'ai pas mis quand, mais où et quand sont les routes les plus dangereuses. Donc c'est la question qui vient logiquement après. Et maintenant d'un point de vue, purement académique, donc on s'éloigne un peu de la science appliquée. La route, c'est un très bon modèle de pression évolutive. Donc si on veut étudier tout ce qui est sélection naturelle, regarder la route et la mortalité routière, c'est très intéressant. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, les seuls chiffres qu'on a correspondent en fait à des extrapolations sur des tout petits échantillons qui sont récoltés de manière très rigoureuse dans des études scientifiques, puis on les extrapole, sur des grands territoires. Et nous, ce qu'on a fait, c'est de prendre le parti inverse. On s'est dit: «On va prendre une base de données qui, elle, couvre déjà une grande partie du territoire et utiliser cette base de données pour faire des extrapolations». Et donc ça n'avait jamais été fait avant et bien entendu, cette base de données, c'est Faune France. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qui est Faune France. Je pense que si vous êtes là, vous connaissez, ce projet. Je vais juste vous parler de la partie écrasement de Faune France. Donc quand vous rentrez un animal écrasé, vous pouvez, signaler que cet animal est mort et vous pouvez signaler que cette mortalité est due à une collision avec un moyen de transport. À partir de là, on rentre dans ce qu'on va appeler le module mortalité collision routière de Faune France et c'est ces données-là que moi j'ai étudiées pendant presque 5 ans. Alors sur la période 2015, qui correspond à peu près au début du module mortalité jusqu'à 2024, donc 2024 qui est le début du projet, postdoc, on a environ 200 000 signalements, 300 espèces et 9 000 contributeurs. Si vous voyez la carte à droite, chaque point rouge, c'est un projet de sciences participatives qui est globalement similaire à Faune France, c'est-à-dire qui demande, souvent via une appli mobile, de reporter les animaux écrasés qui sont rencontrés. Vous voyez que, alors déjà, elle est non exhaustive cette carte, je pense que j'ai raté pas mal de projets, mais vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal dans pas mal de pays. Il faut savoir que Faune France, de par le nombre de signalements, le nombre d'espèces, le nombre de contributeurs, la couverture géographique est de loin le projet où il y a le plus de choses, où il y a le plus d'infos, où il y a vraiment c'est le plus gros projet, de sciences participatives pour signaler des animaux écrasés. Et d'ailleurs, j'ai pas exactement les chiffres, mais j'aurais tendance à dire que pour ce qui est de signaler des animaux, vivants, donc le Faune France, que tout le monde, connaît, où il y a des millions de données, on ne doit pas être loin d'un des plus gros projets également. Donc voilà, Faune France, c'est très, très important, c'est très, très intéressant comme base de données. Hop. Mais, alors je vais vous remettre là-dessus pour vous expliquer un peu plus en détail. En fait, sur tous ces projets qui sont sur la carte, aucun n'a jamais été utilisé pour vraiment étudier les collisions routières. On a ces projets, on sait qu'ils existent, il y a des données qui rentrent, c'est sympa, on regarde les espèces, mais il n'y a pas beaucoup de publications scientifiques qui sont faites sur le sujet et il n'y en a aucune qui a jamais été utilisée pour
faire ce que nous on veut faire, c'est-à-dire des estimations de la mortalité. Et c'est là que je vous mets sur cette carte-là pour vous expliquer un peu pourquoi. En fait, oui, Faune France et les projets de sciences participatives en général sont des projets excellents qui nous permettent d'avoir énormément de données, qui sont vraiment une mine d'or d'informations. Mais souvent, les scientifiques rechignent un peu à s'en servir, notamment les statisticiens, parce que ce sont des données qui sont très difficiles à appréhender. On les appelle des données de présence seule avec de forts biais d'échantillonnage. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, sur la carte que vous avez ici, c'est les données de collision du renard roux. Il me semble que là, elles sont poolées sur toutes les années, donc 2015-2024, sans distinction de couleur. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a des patrons qui se dégagent. On reconnaît par exemple la ville de Paris, on reconnaît un peu Lyon, on reconnaît la Côte d'Azur, etc., etc. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces agrégations? Est-ce que le renard se fait vraiment taper plus dans ces endroits ou pas? En fait, lorsqu'on a cette carte, on a plusieurs choses qui sont emmêlées. Ce que j'ai comme information quand je regarde cette carte, c'est un utilisateur de Faune France a vu un renard écrasé à cet endroit et l'a reporté. Donc en fait, on a à la fois, comment dire? On a à la fois la collision routière et à la fois la présence de l'observateur et sa volonté de reporter l'animal. Donc on a beaucoup de choses entremêlées qui sont difficiles à démêler et ça, pour faire des statistiques et pour faire des estimations, c'est compliqué. Donc ce qu'on a fait, pour partir de ce projet Faune France et arriver à estimer un nombre d'écrasements, c'est de décomposer le moment où un animal rentre en collision avec une voiture jusqu'au moment où il va ou non se retrouver dans Faune France. On prend un exemple. Ici, vous avez un oiseau. On va dire que c'est je sais pas, une pie, un goéland, quelque chose. Cet oiseau vient se faire renverser par une voiture. Pas la voiture rouge, une voiture avant. Première chose, cet oiseau qui s'est fait renverser par une voiture, il n'est pas forcément sur la route. Il peut avoir rebondi sur la voiture, être dans un talus. Il peut être resté coincé sur la carrosserie. Il peut avoir simplement été blessé, puis il va aller mourir ailleurs. Donc déjà, là, on a un premier biais, c'est qu'on va prendre en compte que les animaux dont la mort se fait sur la route et ils restent ensuite sur la route. Donc l'animal est là, il est visible. Est-ce qu'il va être reporté en tant qu'écrasement dans Faune France? Eh bien, pas forcément. En fait, première chose, il faut que cet animal, entre guillemets, subisse une rencontre avec un contributeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache quel est le nombre de visites des contributeurs de Faune France sur la route en question et quel est le temps de persistance de l'animal mort. Une fois que l'animal est mort, il peut être emporté par un charognard, il peut être déplacé par quelqu'un, il ne va pas rester sur la route indéfiniment. Et donc il faut que ces deux événements, le passage du contributeur et la persistance de l'animal, se rencontrent pour avoir une chance que l'animal soit reporté. Maintenant, mettons que l'animal est toujours là. Il y a un contributeur Faune France qui passe, il a son téléphone sous les yeux, c'est super. Est-ce que ce contributeur va détecter l'animal? Ça, c'est une deuxième question. Parce que finalement, autant on peut se dire qu'un chevreuil va être très facile à voir, autant lorsqu'on arrive sur des plus petites espèces, par exemple reporter un rouge-gorge écrasé, là, on a des taux de détection qui sont beaucoup plus bas. On n'est vraiment pas sûr de les voir. Troisième étape, ce contributeur a vu l'animal, l'a bien détecté et bien passé au moment où l'animal était là. Est-ce qu'il va prendre la décision de le signaler ou pas dans l'application? Sachant qu'on est sur un projet de sciences participatives avec aucune obligation de protocole, pas d'obligation de reporter. Parfois, on n'est pas sûr de l'espèce, on est en retard pour aller quelque part, on n'a pas le temps de faire demi-tour. On l'a vu, on se dit qu'on le fera quand on s'arrêtera parce qu'on ne veut pas sortir le téléphone, on oublie. Plein de raisons. On ne va pas toujours signaler ce qu'on voit. Et donc là, en fait, on se retrouve avec 3 étapes qui sont nécessaires pour transformer la présence de l'animal écrasé sur la route en signalement. Et donc, on se rend compte, en fait, que les données Faune France, probablement, c'est un tout petit sous-échantillon du nombre réel d'écrasements, puisqu'il y en a plein qui passent à la trappe parce qu'ils n'arrivent pas à passer ces 3 étapes. Et alors, on va faire un tout petit peu de maths. En fait, le modèle qui se cache derrière ça, c'est un modèle qui a déjà été publié en 2013 et que j'ai remis en forme et un petit peu élargi au contexte des sciences participatives. On va dire qu'on a un nombre de signalements dans Faune France qui est F. Ce nombre de signalements, il est une fonction du nombre de collisions, qui est le lambda, et puis de plein de paramètres. On a tous ces paramètres là au orange. C'est des paramètres qu'il va falloir estimer. C'est quoi? C'est la probabilité de détection d'un animal qui est présent sur la route. C'est la probabilité de report de cet animal que l'on a vu. C'est le temps caractéristique de persistance TR de l'animal. Donc l'animal est mort sur la route, combien de temps va-t-il persister?
Et c'est aussi la variable oméga qui, lui, est le nombre de visites des contributeurs sur la route. Alors, je suis encore un peu désolée pour les maths, mais c'est simplement pour vous expliquer un peu ce qui se cache derrière ce modèle. On va commencer par oméga, donc le nombre de passages de contributeurs de Faune France sur une route. Comment est-ce qu'on fait pour le connaître? Et bien, en fait, on est parti du principe que ce nombre de passages allait suivre une loi statistique qui est connue, qui est une loi de Poisson, et qui allait être paramétrée par plusieurs choses. Le nombre de contributeurs actifs dans le projet Faune France, sous-entendu actifs pour reporter des animaux écrasés, puisqu'il y a beaucoup de contributeurs qui ne reportent jamais de collision. On va regarder la longueur du réseau routier, puis on va regarder la distance que parcourt chaque conducteur en moyenne, que l'on connaît grâce à vos contrôles techniques de voiture où le kilométrage est toujours relevé. Et on va se retrouver avec cette courbe en rouge à droite où on voit qu'au fil des années, le nombre de contributeurs augmente. Donc plus ça va, et plus il y a un engouement autour du module collision dans Faune France, plus les gens l'utilisent. Et donc plus on a de participation, plus on a de signalement. Et puis évidemment, on voit qu'en 2020, je ne vais pas vous l'apprendre, mais on a été confinés quand même pour une grosse partie de l'année. Et donc évidemment, les contributeurs ne pouvant plus sortir, on a une chute de la participation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chute-là, ce n'est pas la chute du nombre de collisions qui sont reportées, qui sont dues au fait que comme on ne circule plus, on ne rentre plus en collision avec des animaux. Là, c'est uniquement la chute de participation, donc de présence sur les routes, des contributeurs de Faune France. Quelque chose qui a été fait pendant le postdoc, et d'ailleurs, s'il y a des salariés de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes dans les participants, je les remercie fortement. On a été un petit peu plus loin là-dessus, puis on a en fait enregistré les déplacements de ces contributeurs pendant 2 mois, donc savoir un peu où est-ce qu'ils se déplacent sur la carte. Et à partir de ces données-là, on a fait une technique qui s'appelle de l'apprentissage profond, donc du deep learning, que vous avez déjà dû entendre régulièrement puisque ça fait partie des techniques un peu d'intelligence artificielle. Et on a sorti une carte prédictive qui nous montre en fait le taux de fréquentation de chaque route par les contributeurs de Faune France. Donc plus la route est foncée sur la carte à droite et plus il y a de contributeurs qui circulent dessus, et plus elle est claire, moins il y a de contributeurs. Et donc on a des routes qui sont plus ou moins bien surveillées. Et ça, c'est très utile pour pouvoir démêler ce qui est vraiment le nombre de collisions de ce qui est simplement le nombre de contributeurs qui sont dans le coin lorsqu'on regarde une carte de collision de Faune France. Ensuite, on continue. Donc ça, c'est plutôt des expériences de thèse. Il va falloir qu'on démêle tout ce qui est persistance de l'animal sur la route, tout ce qui est taux de détection, et puis tout ce qui est volonté de signaler l'animal qui a été vu. Donc, si on veut savoir combien de temps un animal persiste sur la route, on ne va pas passer par 4 chemins, on va mettre l'animal sur la route. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir des centres de soins et j'ai récupéré des animaux qui ont malheureusement été apportés au centre de soins puis qui n'ont pas survécu. Et je les ai remis sur la route, les pauvres, mais bon, comme ça au moins ils servent à la science après leur mort. Et donc la question là, c'était combien de temps un animal met pour disparaître de la route? Pourquoi est-ce qu'il disparaît? Comment est-ce qu'il disparaît? Et est-ce que ce temps, il est fonction de l'espèce? Est-ce qu'un chevreuil disparaît plus vite qu'un moineau? Est-ce que c'est fonction du trafic de la route? Est-ce qu'une autoroute conserve les animaux plus longtemps ou au contraire, ils disparaissent plus vite? Et on a regardé aussi tout ce qui était saison. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, un animal qui est mort sur la route, entre le moment où on le pose et le moment où il sera plus visible, il y a à peu près 9 heures qui s'écoulent, avec quand même des disparités selon la taille de l'espèce. Par exemple, un moineau, on est quand même plus proche de 20 minutes que de 9 heures, donc forcément ça change un peu. Et quelque chose d'intéressant qu'on a regardé aussi, c'est comment ces animaux disparaissent. Et alors, c'est là que j'attends un peu vos questions à la fin. C'est une expé qui a été menée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des pièges photos. Et on voyait souvent les conducteurs en fait s'arrêter, donc pas forcément des contributeurs Faune France, juste des conducteurs. Les gens s'arrêtent et les gens en fait mettent les animaux dans les fossés. C'est pas ils les emmènent chez eux ou quoi que ce soit, simplement ils les cachent. Et donc ça, si jamais vous le faites, je suis curieuse d'avoir vos témoignages pour comprendre un petit peu ce qui se cache derrière cette pratique. Ensuite, deuxième expérience, est-ce que je vais voir l'animal? Donc, l'animal est présent sur la route, je passe devant ce que je vais le voir. C'est un peu le même genre d'expérience, sauf que cette fois-ci, on a fait empailler des animaux. Alors, c'est un peu bizarre. En fait, on a besoin de toujours avoir les mêmes animaux à disposition pour répéter les expériences toujours exactement dans les mêmes conditions, donc on les a fait empailler. Puis on a fait 2 choses. Alors la première, mettre des animaux sur la route, laisser passer des gens devant en voiture avec une vitesse normale et leur demander s'ils l'ont vu ou pas. Mais les gens étaient au courant que c'était une expérience.
Et donc ça, c'est la probabilité de détection que vous voyez qui est en rouge. Donc sur l'axe des Y, vous avez une probabilité de détection qui va entre 0 et 1, donc 0 et 100%. Et puis sur l'axe des X, vous avez la taille de l'animal. Plus ça va, plus on est sur des grosses espèces. Et sans surprise, plus l'animal est gros, plus il est facile à voir. Et on a refait la même chose, mais cette fois-ci, on n'a pas prévenu les gens. Donc en fait, alors on a un peu piégé les adhérents Alpéo, qui ont un peu fait les frais à mes expériences, et je les remercie, les adhérents Alpéo Aura. Quand ils se rendaient à par exemple, à une assemblée générale, à des assises territoriales, on les prévenait pas, mais ils passaient en fait devant des animaux. Et c'est une fois à leur arrivée qu'on leur faisait passer un petit questionnaire pour leur demander si oui ou non l'animal avait été vu. Et comme ça, on a une probabilité de détection pour quelqu'un qui n'était pas concentré sur la recherche d'animaux. Or, ne pas être concentré tout le temps sur la recherche d'animaux écrasés, c'est beaucoup plus représentatif de ce qui se passe dans les données Faune France que des gens qui sont tout le temps concentrés. Et vous voyez qu'il y a une grosse disparité entre les deux. En gros, quand on n'est pas en train de chercher des animaux, on a 30 fois moins de chances de les voir. Donc, si on regarde uniquement le bleu, donc ce qui correspond à Faune France, selon la taille de l'animal, on a entre 5 et 40% de chances de voir l'animal écrasé. Ça peut paraître peu quand on se dit un renard écrasé, même si je ne suis pas en train de le chercher, je devrais le voir. Quand même, 40%, c'est pas beaucoup. En fait, quand on regarde un peu dans la littérature scientifique, il y a des études qui s'occupent un peu de savoir où est-ce que vous posez les yeux quand vous êtes en train de conduire. Et on voit que les conducteurs ne regardent pas forcément les endroits où on va avoir des animaux écrasés. Ils ont plutôt le regard porté sur le lointain, sur les voitures autour d'eux. Ils vont regarder dans leur rétroviseur, etc., etc. Et donc, c'est possible, en fait, de rater même un gros animal écrasé. On peut ne pas le voir. Donc ça, c'était assez surprenant à mettre en évidence et assez intéressant. Et puis la dernière étape de ce modèle, c'est j'ai vu l'animal, je sais que je l'ai vu, est-ce que je vais le signaler? Ça, c'est très difficile à mesurer. C'est très difficile à mesurer parce qu'on ne peut le mesurer que si on ne prévient pas les gens qu'on essaye de le mesurer. Si je dis à quelqu'un, je vais mesurer ton assiduité à participer à Faune France et à bien me signaler les animaux que tu vois, évidemment, que va faire cette personne? Qu'est-ce que je ferais moi dans cette situation? Et bien tout de suite, on va être beaucoup plus assidu, on va le reporter beaucoup plus souvent. Donc on ne peut mesurer ce taux de signalement qu'à l'insu des participants. Donc on a fait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la détection, c'est-à-dire qu'on a placé des animaux morts sur la route, on a simulé des animaux écrasés, on a attendu que des contributeurs de Faune France passent. Encore une fois, c'était des adhérents LPO qui allaient à une réunion. On l'a refait plusieurs fois et puis on a été ensuite les recontacter pour leur dire: «Est-ce que vous avez vu l'animal?» Puis on a été vérifier, sans leur dire qu'on vérifiait ça, on a été voir s'ils l'avaient reporté ou non. C'est très, très dur à estimer ça comme paramètre, le taux de report. C'est vraiment quelque chose qui demande énormément de ressources et donc on n'a pas réussi à obtenir des chiffres très, très précis, notamment parce qu'une fois qu'on a fait l'expérience une fois, pardon, une fois qu'on a fait l'expérience une fois, en fait, on s'est un peu grillé auprès des gens. Les gens savent qu'on va faire cette expérience et donc on ne peut pas la refaire. Donc c'était un peu à one shot, on a quand même eu 76 participants. Et on a une estimation qui est certes pas très précise, mais qui tourne autour des 30% des animaux détectés qui sont effectivement signalés. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup par rapport à votre expérience personnelle? Je vous laisserai juger, mais la moyenne, ça a l'air d'être 30%, donc environ un tiers. Et donc là, on arrive à la partie vraiment modèle. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces expériences que je viens de vous détailler? Eh ben, on essaye de passer de Faune France, le nombre de signalements, à une estimation du nombre réel d'animaux écrasés. Et donc forcément, il va y avoir en réalité plus d'écrasements que ce qui est reporté dans Faune France, parce qu'il y a une part de ces animaux qui sont soit pas rencontrés, soit rencontrés mais pas vus, soit vus mais pas signalés. Et donc ça fait beaucoup d'étapes que l'on peut rater et un animal qui ne sera jamais rentré dans Faune France. Donc selon l'espèce, on peut faire par exemple x10, on peut faire x1000, tout dépend. Par exemple, j'ai dit qu'un moineau allait disparaître beaucoup plus vite, donc les chances qu'il ne soit pas rencontré sont beaucoup plus fortes. Il est également beaucoup plus difficile à voir que par exemple un chevreuil, donc la casse pas vue est beaucoup plus probable, et donc on va faire plutôt x1000. Il y a beaucoup moins de moineaux reportés que ce qui est tapé réellement, et par contre pour les chevreuils, on va plutôt faire x10, etc., etc. Et alors là, évidemment, puisqu'on fait de la modélisation, on va modéliser une incertitude. C'est-à-dire qu'un modèle ne peut jamais vous dire avec certitude, il y a eu 103 hérissons écrasés, ça n'est pas possible. Parce qu'en fait, on estime par exemple une probabilité de détection pour un animal sur la route, on l'estime par rapport
à la probabilité de détection de tous les animaux de la même espèce. On ne l'estime pas pour cet animal en particulier. Donc cette estimation s'accompagne d'une incertitude, ce qui est normal, et cette incertitude se répercute sur l'estimation du nombre d'écrasements. Et plus les données ont besoin de correction, plus cette incertitude est grande, puisque les incertitudes s'additionnent entre elles. Et donc sur des données de type Faune France, on a des données qui couvrent une grosse partie du territoire, mais on a des données qui sont très biaisées. Donc on a besoin de beaucoup de corrections, donc l'incertitude est forcément grande. Pourquoi je vous explique ça? Parce que je vais vous montrer les résultats juste après. Et il faut plus les interpréter comme des ordres de grandeur que des estimations brutes. C'est-à-dire que ce qu'on va être capable de vous dire avec ce travail, c'est sur, par exemple, les collisions de chevreuils, on est sur un ordre de grandeur d'environ 1000 ou 2000. Mais on ne va pas être capable de vous dire, il y en a 2500, il y en a 2400. C'est trop précis, c'est pas possible de faire ça. Ou alors les gens qui font ça, soit sont des gens qui ne comprennent pas la modélisation, soit sont un peu trop de confiance en eux. Alors, voilà les résultats. Donc, je ne vais peut-être pas tous les détailler, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Si on prend les serpents et qu'on fait un peu la moyenne sur toutes les années, il y a environ 100 000 serpents qui sont écrasés chaque année, avec un intervalle d'incertitude, un intervalle de confiance entre 50 000 et 400 000. Donc, vous voyez que c'est quand même assez large. Les lézards, environ 80 000. Si on prend tous les rapaces nocturnes, environ 150 000, sachant que les rapaces nocturnes, c'est majoritairement des effraies et des hulottes. Les rapaces diurnes, c'est majoritairement des buses, environ 80 000, hérissons 700 000, etc., etc. Et on peut également fournir ce genre d'estimation pour des espèces qui sont à fort enjeu de conservation, donc le loup, le lynx et puis la loutre. Alors, tous ces chiffres, à quoi ils nous servent? En fait, ces chiffres ont été publiés dans un rapport. Ce rapport-ci, estimation des impacts de la mortalité routière sur la faune sauvage en France métropolitaine, basé sur des données non protocolées, donc les données Faune France. Et ce rapport, vous y retrouverez toutes les espèces pour lesquelles on a été capable de fournir des estimations. Et ce rapport a donc été envoyé à toutes les autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère de la Transition écologique, etc., etc. Les gestionnaires des routes les ont également en leur possession, les départements, les régions, pour que ça aide un petit peu à faire avancer le problème de la conservation des espèces au travers du prisme de la mortalité routière. Deuxième facette du rapport dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est les cartes. Je vous ai montré tout à l'heure une carte du taux de fréquentation des routes en France, le nombre de contributeurs Faune France qui passent sur chacune des routes. Voilà à quoi ces résultats peuvent servir, notamment à faire des cartes comme celle-ci. Donc là, c'est une carte des amphibiens pour la région Aura que j'ai envoyée à l'Adréal, qui va ensuite s'en servir. On y retrouve les zones de forte densité, donc les zones où il y a vraiment matière à agir pour protéger les amphibiens de la menace de la mortalité routière. Et donc là, on peut passer un petit peu sur les perspectives futures. Par exemple, cette carte, à quoi est-ce qu'elle va servir? À quoi est-ce qu'elle sert en ce moment? Vous avez de la chance, je le sais, puisque je suis dans les réunions de décision. Cette carte, elle est en train d'être utilisée actuellement pour faire une cartographie nationale des points noirs de continuité. Donc le CEREMA, le ministère de la Transition écologique, les différentes DREAL, les différents départements, etc., etc., se sont tous alliés et essayent au niveau national de répertorier tous les points noirs de continuité, c'est-à-dire toutes les zones où on a des animaux qui ne peuvent pas traverser soit une route, soit n'importe quelle infrastructure humaine, et on va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'il est possible de faire pour résorber ces points noirs, donc pour permettre le passage à nouveau des animaux et enrayer un peu la perte de biodiversité. Voilà, ça c'est quelque chose qui est en train d'être fait, et cette carte notamment est utilisée dans ce cadre-là. Si on continue sur les perspectives futures, alors ça c'est un grand classique des présentations scientifiques, mais évidemment on peut affiner le modèle, on peut conduire de nouvelles expériences, notamment puisque toutes les expériences présentées ici quasiment se sont faites dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sont extrapolées au reste de la France, parce que moi j'étais basée à Lyon, mais ce qui serait bien, ce serait de les renouveler dans d'autres régions pour voir si les résultats diffèrent ou non. Quelque chose qui serait intéressant de faire, ce serait de la modélisation prédictive, donc ça j'en ai pas parlé, mais en fait ce qu'on fait là, c'est simplement regarder des données. Sauf que par exemple, quand je fais une carte, s'il y a une route sur laquelle on n'a pas de données parce qu'on sait qu'elle n'est pas surveillée par les personnes qui utilisent Faune France, on ne pourra rien dire dessus. Alors que si on construit un modèle prédictif, c'est-à-dire si on cherche quelles sont les causes des collisions, on peut prédire ce qui peut se passer dans un endroit où on n'aurait pas de données. Pour des routes non surveillées, mais aussi pour faire des prédictions futures.
un projet de route, un projet d'aménagement d'une route existante, si on avait ce genre de modèle basé sur les données de Faune France, on pourrait projeter un nombre de collisions et savoir si c'est une bonne idée de faire cet aménagement ou si au contraire il faudrait éviter de le faire. Une dernière chose, c'est que le principe même des projets comme Faune France, c'est de recueillir des signalements en continu. Donc ce qui serait intéressant de faire, c'est de pouvoir aussi mettre à jour en continu ces estimations que je vous ai présentées juste avant avec les nouveaux signalements. Et quelque chose qui est en réflexion, c'est d'en faire un indicateur national. Un indicateur, c'est quoi? C'est un chiffre très simplifié qui permet tout de suite de délivrer une information impactante sur l'état de la biodiversité. Donc vous voyez, il y a quelques exemples ici. Par exemple, le bio, c'est 8,3% de la surface agricole. Ça, c'est très impactant, c'est très simple. Un indicateur national de la mortalité routière sur ce schéma-là, ce serait hyper utile, hyper important et hyper intéressant. Voilà, et j'en ai fini. Un grand merci à tous les contributeurs, vous tous qui reportez des données dans Faune France. C'est grâce à vous que ce travail a pu être mené. Un grand merci à tous les salariés de la LPO Aura qui m'ont aidé sur l'expérience Transmorta et puis tous les participants des autres expériences. Je ne sais pas s'il y en a dans l'audience, mais un grand merci. Le centre de soins Le Ticodrome qui a fourni, comme vous vous en doutez, les animaux morts, le taxidermiste Jacques Gilbert et puis les personnes de mon laboratoire qui m'ont aidé. Et puis, donc là, on va avoir un temps d'échange de questions. Si jamais, après cette présentation, vous avez des nouvelles questions, des nouvelles idées, je vous laisse mon adresse mail et vous pouvez me contacter.